Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Ce dimanche, nous allons nous intéresser à 20 mythes autour de l'aviation navale et des pilotes en général. Alors c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez appuyer sur la cloche, ça vous permet d'être notifié quand des nouvelles vidéos sortent. Et un nouveau type de vidéo va bientôt voir le jour, le Monthly Débrief, l'espèce de débriefing mensuel de toute l'actualité du mois précédent. Alors n'hésitez pas à faire attention, ça va bientôt venir. Mais d'ici là, jingle. Mythe numéro 1, il faut être bon en mathématiques pour être pilote de chasse. Alors pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Tout simplement du fait que pour pouvoir être bien concentré sur sa mission, il faut maîtriser son environnement, la météo, la physique du vol, la mécanique du vol, la compréhension des systèmes embarqués, comment fonctionne le réacteur, comment fonctionne l'armement pour un pilote de combat. Toutes ces choses-là nécessitent de pouvoir comprendre un petit peu tout ce côté engineering. D'un autre côté, pour pouvoir être un bon pilote, il faut avoir un esprit structuré d'une certaine manière qui vous permette de suivre la formation assez rapidement, et les mathématiques sont un bon outil de sélection pour ça. D'où ce mythe très répandu qu'il faut être bon en maths. Mais en fait, c'est plus avoir un esprit logique, pratique et rapide, plus que d'être bon en algorithme. Là, si vous me demandez de vous faire une équation différentielle, je vais avoir beaucoup de mal. Et les calculs en vol se font de moins en moins. Pourquoi? Parce que les ordinateurs de bord font de plus en plus pour les pilotes. Donc, faut-il être bon en maths pour être pilote? C'est un outil de sélection en France, donc c'est mieux de l'être, mais comme vous allez voir avec le mythe suivant, ce n'est pas non plus des équations différentielles toute la journée. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique, pas besoin même d'avoir fait des études supérieures pour être pilote de chasse en France. Deux types de cursus existent, le cursus officier sous contrat, niveau bac général ou technologique, dont je suis issu, et le cursus grande école, maths sup, maths spé, donc là, il faut être très bon en mathématiques, et derrière, concours des grandes écoles, vous allez faire l'école de l'air ou l'école navale, ou encore mieux, Polytechnique, avant de pouvoir embrayer sur une formation de pilote. Mais pas besoin, encore une fois, vous pouvez avoir que le bac et rentrer dans les forces armées. C'est ce que j'ai fait et devenir. Le catapultage, ce n'est pas difficile en soi. C'est l'équipage du bateau, le personnel de pont qui travaille. C'est le train avant, la catapulte, la vapeur. Mais vous, en tant que pilote, vous suivez les procédures pour pouvoir arriver dans de bonnes conditions au catapultage. Vous venez mettre plein gaz. Avec le Rafale, à plein gaz, vous êtes à 10 tonnes de poussée. Avec la post-combustion, 15 tonnes de poussée. Vous vérifiez vos paramètres, tout est nominal. Je salue, c'est parti, je me prépare. Et là, vous êtes propulsé par le personnel de pont vers vos objectifs, vers votre mission. Donc le catapultage, même si vous avez une accélération longitudinale de près de 5G et que vous êtes propulsé de 0 à 250-300 km/h en 75 mètres environ, eh bien c'est assez passif et assez facile pour le pilote. L'appontage, c'est une autre histoire. Dans la marine française, dans l'aéronavale, nous ne disposons pas à l'heure actuelle d'appontage automatique. Néanmoins, sur des avions comme le Rafale, vous avez l'automanette qui vient maintenir l'avion à une certaine incidence pour vous faciliter les actions. Ça reste néanmoins complexe et vous devez manuellement piloter l'avion jusqu'à l'appontage. Vous êtes aidé par ça par des experts, les officiers d'appontage, donc ça reste un petit travail d'équipe, mais eh bien, vous avez quand même une grosse responsabilité sur les épaules car c'est vous qui pilotez l'avion, y compris dès la première fois, vous n'allez pas en tant que passager apponter, vous allez apponter directement tout seul. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet, mais c'est un autre topic. Donc, pour en revenir à l'appontage, est-ce que c'est difficile? Oui. Est-ce que c'est un sport de masse? Non. Est-ce que ça s'apprend? Oui. Avec des appontages simulés sur piste, ASSP, ça vous demande beaucoup d'entraînement. Vous commencez initialement aux États-Unis pendant votre formation, puis vous en faites en France, à Landivisiau, à Lorient ou à Istres, afin d'être prêt pour aller sur le porte-avions le jour J à ponter. Un physique parfait? Ouais, non. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Qu'est-ce que vous entendez par parfait? Il y a des normes à respecter que vous pouvez trouver sur Internet. Pour être pilote de ligne, la classe 1. Pour être pilote dans l'aéronaval, ce que nous appelons le groupe 1. Soit vous êtes apte, soit vous n'êtes pas apte. Ces normes peuvent évoluer légèrement avec le temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de visite médicale.
la visite médicale d'admission, qui elle est assez compliquée à passer, et la visite ensuite de renouvellement, où vous pouvez avoir droit à bien un peu plus de latence. Pourquoi? Parce que vous allez vieillir, parce que vous avez atteint une certaine expertise, et parce que l'institution a conscience qu'avec le temps, votre vision va se dégrader, par exemple, ou ce genre de choses. Donc ce qu'il faut bien garder en tête si vous voulez être pilote, c'est que des normes existent, vous pouvez regarder ces normes et voir si vous qualifiez ou pas à la visite initiale. Vous avez peut-être vu le film Space Cowboys avec les grands-pères qui vont dans l'espace. Eh bien, pourquoi pas. Les pilotes de chasse, vous pouvez également être assez âgés et pilote de chasse. Il y a tout un business autour des sociétés militaires privées en Amérique du Nord. Il y en a quelques-unes en Europe également. Vous avez d'anciens militaires d'active qui conduisent des avions de chasse civils pour l'entraînement des forces ou alors pour le soutien à des contrats export. Vous vous retrouvez donc avec des pilotes qui ont plus que la cinquantaine aux commandes d'avions de chasse, à prendre du facteur de charge, du DG comme l'on dit, et à faire ce type de mission. D'un point de vue purement opérationnel dans les forces armées, vous allez rarement trouver un pilote de chasse de plus de 45 ans, mais comme je viens de vous l'expliquer, dans ces sociétés militaires privées, vous pouvez trouver, fonction des aptitudes médicales, des pilotes de chasse de 50, 55, voire même, c'est arrivé dans certains cas, plus de 60 ans, aux commandes de Mirage ou d'autres types d'aéronefs. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut tout voir? Un radar, aussi moderne soit-il, ne verra pas forcément 100% des informations. Donc non, les radars ne voient pas tout, mais ils voient quand même énormément d'informations. Néanmoins, les radars se règlent, les radars ont des filtres, et sans rentrer dans les détails, eh bien, il est possible, des fois, pour alléger la situation, de décider de ne pas voir certains trafics, certaines voitures, certains trains, des choses comme ça. Donc non, les radars ne voient pas tout, mais le pilote veille au grain et il regarde dehors, surtout en vol basse altitude. Donc si vous êtes pilote d'aviation légère, vous aussi, regardez dehors. Malheureusement, un accident récent a réaffirmé l'importance de ça. Voir et être vu en basse altitude. On quadrille le ciel et on ne tourne pas sa tête comme ça rapidement en balayant. Ce n'est pas efficace. En voiture, c'est pareil. Vous venez faire par secteur. En aviation, c'est beaucoup plus efficace. Laissez le temps à votre regard de se fixer, essayez de détecter les mouvements relatifs. Bref, je ne vais pas vous faire un cours, mais regardez bien dehors. Les radars ne voient pas tout. Eh bien, si les radars ne voient pas tout, malgré la présence dans certains aéronefs civils de TCAS, Traffic Collision Avoidance System, des systèmes d'évitement, en avion de chasse, comme en aviation légère, généralement, les avions n'en sont pas équipés. Et c'est les yeux du pilote, les yeux du copilote ou alors les yeux du navigateur officier système d'armes qui vont nous permettre en dernier recours d'éviter une collision. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet-là. Mais alors, est-ce qu'il y a des systèmes automatiques? Non. Le passage du mur du son, c'est des véhicules pleins de fantasmes. J'ai d'ailleurs été sur BFM TV pour en parler il y a quelques semaines. Sur un Rafale, sur un avion moderne, vous ne ressentez quasiment rien du tout. Vous allez voir l'anémomètre passer Mach 1, vous n'allez rien entendre, le son est derrière vous, vous n'allez rien ressentir de particulier, sauf peut-être une sorte de petite sensation d'être sur une vague. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes transsonique, certaines parties de l'aéronef sont supersoniques, d'autres sont subsoniques. Ça vient créer des phénomènes un peu bizarres et un Rafale, par exemple, va un petit peu flotter comme ça. En super étendard, pour passer le mur du son, il fallait faire un piqué. On avait beaucoup de bruit aérodynamique. Vous aviez des sensations bizarres. C'était un petit peu l'aventure, mais sur les avions modernes, c'est extrêmement stable. Donc, aucune sensation particulière. Mais ne confondez pas vitesse et accélération. Si vous accélérez au travers du Mach avec par exemple la post-combustion allumée, vous allez avoir une grosse accélération longitudinale et oui, vous avez cette accélération lors du passage du mur du son. Mais cette accélération ne va pas forcément changer. Ce qui va vraiment varier, c'est la position de votre maître des gaz. Si vous êtes à Mach 0,98, 98% de vitesse du son, que vous venez mettre bam, pleine puissance, oui, vous allez sentir une grosse accélération lors du passage du mur du son. Ce sont deux choses décorrélées, vitesse et accélération. Vous voyez, il faut faire un peu de maths quand même, un peu de physique. J'ai eu énormément de demandes sur le pourquoi est-ce que les pilotes de chasse de l'aéronaval sont-ils formés aux États-Unis. Ça fait maintenant des décennies que la formation se fait là-bas. Avant, c'était fait
hier à la 59S, l'escadrille 59S. Maintenant, les pilotes de chasse français passent 12 à 25 mois à peu près au sein de l'US Navy. C'est très bien pour l'interopérabilité, c'est excellent pour l'anglais des pilotes et c'est également excellent pour nous permettre, lorsque nous allons faire des cross-deck, nous allons visiter les Américains, que nous allons sur leur base, où nous travaillons ensemble au combat, pour nous intégrer plus facilement. Nous sommes plus respectés, nous comprenons mieux leurs concepts, leurs tactiques, leur manière d'opérer et inversement. Aurions-nous la capacité en étatique, en interne, en franco-français de former nos pilotes de chasse? La réponse est oui. Clairement, mais à l'heure actuelle, c'est fait en partenariat avec les États-Unis et c'est un plus opérationnel pour nos combattants. Alors, est-ce que le porte-avions Charles de Gaulle est en panne? À une époque, c'était la grosse blague, surtout dans les médias. Eh bien, sachez que le souci qui remonte à la genèse du porte-avions venait de l'hélice, venait d'un sous-traitant, n'avait absolument rien à voir avec la Marine nationale. Mon expérience de 9 ans sur Charles de Gaulle, nous n'avons jamais vraiment eu de problématique majeure. C'est un porte-avions qui est fiable, qui fonctionne bien, qui fait ce qu'on lui demande, mais vous vous doutez bien qu'avec un porte-avions et un seul équipage, nous n'allons pas être à la mer 11 ou 12 mois par an, c'est tout simplement logique. Il y a de la maintenance à faire, il y a du repos et de la formation pour les équipages. Donc c'est pour ça que le porte-avions n'est pas toujours en mer, mais ça ne veut pas dire qu'il est toujours en panne. Forcément, les pilotes sont super bien payés, c'est très bien connu. Nous sommes payés 12 000 € de l'heure de vol. Non, je rigole, c'est pas vrai. Nous sommes quand même bien payés, il ne faut pas se plaindre. Nous sommes payés en tant que militaires avec une solde de base et à laquelle vient se rajouter des primes. Vous avez la prime à l'air qui correspond à 50% de notre solde de base et après vous pouvez avoir des primes supplémentaires en fonction de certaines qualifications comme par exemple l'appontage de nuit ou le nombre d'enfants. Voilà, toutes ces choses-là, c'est classique avec les systèmes d'indices. J'ai envie de dire c'est assez classique dans la fonction publique. Je sais que vous voulez des chiffres, donc les pilotes de chasse les moins bien payés sur Rafale sont à 1850, 1900 €. Ce sont des aspirants de retour des États-Unis. Vous allez progresser en solde au fur et à mesure de votre carrière. Nous parlons de solde, pas de salaire. Et votre solde va augmenter vers les 4500 €, voire 5000 ou 5002, 5003, grand maximum 6000 pour les officiers de carrière, euros, plutôt vers la fin de votre partie opérationnelle. À comparer avec un pilote de ligne dans une grande compagnie nationale française, forcément, eh bien, c'est beaucoup moins, même qu'un copilote long courrier. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même engagement et nous ne faisons pas ça pour les mêmes raisons. La météo du Finistère Nord. Je sais, j'ai fait pas mal de blagues dessus déjà. Eh bien, j'ai regardé la météo ce matin avant de faire la vidéo. Il ne faisait pas très beau. La base de la marine de chasse est à Landivisiau, entre Brest et Morlaix. Et le gros avantage d'être basé là-bas, c'est que nous sommes très bons au vol aux instruments. Nous sommes habitués à voler dans les nuages, que ce soit tout seul ou en patrouille. Donc non, ce n'est pas la Californie, non, ce n'est pas le Mississippi. Oui, il y a des jours où il ne fait pas très beau, mais oui, il y a aussi des jours où il fait beau. Voilà, c'était la petite blague pour nos amis bretons. Les pilotes de chasse sont-ils tous imbus de leur personne? Alors, il y a énormément de blagues qui circulent à ce sujet. Dans le vol de l'intruder, il y a une excellente blague qui est comment est-ce que vous savez à une soirée si une personne est pilote de chasse? Eh bien, elle va venir vous le dire. C'est on ne peut plus vrai. Et il faut bien admettre, oui, les pilotes de chasse ont tendance à vous dire qu'ils sont pilotes de chasse. Maintenant, est-ce qu'ils sont imbus de leur personne? Eh bien, c'est comme dans tous les corps de métier, dans tous les milieux, vous avez absolument de tout. Des personnes imbues de leur personne, des personnes qui ont des soucis d'ego, des personnes qui sont très accessibles. C'est très hétéroclite. Je suis sûr qu'il y a pas mal de mécaniciens parmi vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voler avec une photo de sa femme et de ses enfants dans un cockpit est le meilleur moyen de vous faire tuer. Il faut être à 200% aligné à la mission, concentré et laisser tous ces soucis de côté quand vous montez dans un cockpit. Il faut savoir compartimenter vos problématiques de père de famille, de charge de foyer, de ce que vous voulez, ne doivent pas vous poursuivre dans l'avion. Ça va trop vite, vous avez trop de choses à gérer, vous avez une responsabilité vis-à-vis du contribuable, vis-à-vis du citoyen français, vis-à-vis de votre équipe, vis-à-vis de vos mécanos, vis-à-vis de tout le monde. Vous êtes là pour faire un job, vous l'avez accepté, vous le faites, vous ne prenez pas vos problématiques personnelles avec vous dans le cockpit. Regardez les films qui traitent du sujet,
Dans Top Gun, au niveau de l'ouverture, eh bien, nous avons le leader de la patrouille qui regarde la photo de sa femme et de son enfant et qui démissionne, ça ne va plus. Dans le film La somme de toutes les peurs, ce n'est pas beaucoup mieux. Eh bien, pour le coup, Hollywood a complètement raison. Vous laissez votre famille et vos enfants en dehors du cockpit. C'est indispensable à la réussite de la mission et à votre propre sûreté et celle de vos camarades. Le fameux sujet des toilettes dans l'avion. Vous vous doutez bien que sur un Rafale ou un Super Étendard monoplace, nous n'avons pas de toilettes. Alors comment faisons-nous? Je vous ai déjà dit que je ferai une vidéo dédiée sur le sujet. J'ai du mal à la faire parce que c'est un sujet assez gênant. Néanmoins, petit mythe, oui, nous avons besoin, comme tout le monde, bien, de nous alléger la vessie. Et à l'époque des sièges éjectables d'ancienne génération qui vous faisaient prendre dans les 20-21 G, il était même conseillé de se vider la vessie car en cas d'éjection, elle pouvait être déchirée. Mythe ou réalité de ce côté-là, je ne sais pas, mais c'est en tout cas des guidelines que j'ai reçus de mes anciens. Et les solutions ne sont pas légion. Vous avez soit le recours à la couche, je n'étais pas fan, ou un autre système dont je vous parlerai dans une autre vidéo que j'utilisais personnellement. Je vous ai dit, c'était très gênant comme sujet. Appontage de nuit versus mission de guerre, en termes de stress, j'ai envie de dire que ça dépend de la génération de l'avion. Un appontage de nuit dans des conditions correctes en rafale, ça va plutôt pas trop mal se passer. Mais ce qu'il faut voir en fait, c'est votre degré d'habitude. Si c'est votre première mission de guerre ou votre première mission de guerre depuis longtemps, vous allez être tendu, stressé, anxieux à cause de ça. Si vous êtes habitué à apponter de nuit, que vous en avez beaucoup, ça va bien se passer. Donc tout est une question de référentiel. Néanmoins, des statistiques existent en date de la guerre du Vietnam qui stipulaient qu'un appontage de nuit était perçu par les équipages comme plus stressant que se faire tirer dessus par un missile solaire. Chose à remettre dans leur contexte, à l'époque, les pilotes du Vietnam avaient des avions d'ancienne génération, encore pire que le Super Étendard, dur à apponter, et ils étaient habitués à se faire tirer dessus. Donc j'ai envie de dire, c'est un déplacement de la norme, ça dépend de l'expérience de chacun. Néanmoins, le Super Étendard à apponter, c'était pas facile toutes les nuits. Un militaire a-t-il peur de mourir ? J'ai envie de vous dire, ça dépend de chacun. Je ne peux pas répondre pour tout le monde. Néanmoins, ce sur quoi j'ai envie d'attirer votre attention, c'est que le militaire, il va être tellement aligné à sa responsabilité et à sa mission que pour lui, il y a pire que la mort. Alors pour certains, vous allez me dire, il y a le déshonneur, mais c'est surtout le non-accomplissement de sa mission. Quand vous êtes pilote de chasse, dans les forces spéciales, armée de terre, opérateur, vous acceptez et vous prenez la place de quelqu'un, vous avez une responsabilité et vous avez plus peur de faillir à votre mission, faillir à votre devoir, de ne pas faire ce que vos camarades, collègues attendent de vous, frères d'armes attendent de vous, et d'être mauvais en fait. Et ça vous fait beaucoup plus peur que la mort, en tout cas pour la plupart des militaires que j'ai croisés personnellement. Il me fallait faire une transition forcément un petit peu légère, donc est-ce qu'être pilote, ça aide en termes de drague? Encore une fois, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. De mon expérience personnelle, la plupart des pilotes, lors du cursus de formation, sont déjà en couple ou sont en couple très tôt, donc on ne pouvait pas vraiment se marketer en tant que pilote de chasse, donc c'est difficile. Néanmoins, je pense qu'un des traits de caractère assez classique chez les pilotes, c'est quand même un certain sens de la compétition, un alignement à l'objectif et le fait de rien lâcher. Et je pense que chez certaines femmes, ça peut plaire, donc pourquoi pas. Mais encore une fois, là, je vais plaider le manque d'expérience. Le cockpit serait le plus beau bureau du monde. J'ai vu passer des pubs même de compagnies aériennes à ce sujet-là, et là, je dois vous le dire, je vais presque m'énerver. Un cockpit n'est pas un bureau. Si vous voulez faire carrière dans l'aérien, si vous faites carrière dans l'aérien, si vous considérez votre cockpit comme un bureau, appelez-moi et on va se battre. Mais blague à part, ce n'est pas un bureau. Il ne faut pas voir ça comme un bureau, c'est un cockpit. Sinon on aurait appelé ça un bureau volant. C'est très important de comprendre les responsabilités qu'on a vis-à-vis de ça. Et surtout le fait que nous sommes dans un environnement très particulier, là où l'homme n'avait pas vraiment vocation à aller. L'US Navy l'exprime très bien quand vous arrivez là-bas et que vous faites vos premiers cours. On vous dit depuis combien de temps est-ce que l'homme est bipède, depuis combien de temps est-ce que l'homme vole. Vous voyez, on n'est pas fait du tout pour ça. Donc ça se respecte et vous allez être trahi par vos sens, vous allez être moins performant intellectuellement dans un avion. Donc à partir de là, un cockpit n'est pas un bureau, il faut en avoir conscience. Néanmoins, je pense très sérieusement, surtout de nuit,
un cockpit est sûrement un des plus beaux lieux de travail dont on puisse rêver. Donc si ça vous intéresse comme carrière, croyez-moi, en vol de nuit, quand c'est très calme, que vous êtes à l'avant, vous faites vraiment corps avec la machine et c'est un sentiment vraiment extraordinaire. Donc je vais vous laisser avec ça. Quoi vous dire d'autre? Fly safe. Si vous recherchez des conseils ou autres, il y a toujours le site at.teachable. N'hésitez pas à me contacter également pour du coaching, pour de la conférence ou de la formation professionnelle. Le livre en version française, comme je vous ai dit, maintenant que je suis en négociation avec un éditeur, on va voir. Je reviens vers vous à ce sujet-là. Et n'hésitez pas, il y a 150 vidéos en français sur la chaîne. Allez faire un tour dans les playlists, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur, ou sinon vous tapez AT, appontage, AT, dogfight, ce genre de choses, et ça vous enverra vers des vidéos que j'ai faites avant. C'est pas très facile de tout bien ranger sur YouTube, c'est pas très user-friendly. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux, je suis notamment sur LinkedIn, n'hésitez pas à me faire une petite demande de connexion ou m'envoyer un mail. Encore une fois, vous pouvez passer par mon site web www.combatproven.org. Je vous dis à très bientôt, fly safe et excellent dimanche.